Poser ses limites, ça n'est pas aussi facile qu'on le croit. Pour que ce soit efficace, ça suppose notamment de pouvoir annoncer les conséquences, qu'est-ce qui va se passer, les enjeux, si nos limites ne sont pas respectées. Or, dans mes accompagnements, que ce soit dans des problématiques d'éducation, de relations enfants, dans les relations de couple, dans les relations professionnelles, beaucoup de gens hésitent à annoncer les conséquences si leurs limites ne sont pas respectées par peur que ce soit perçu comme une menace. Et du coup, ils ne posent pas leurs limites ou alors ils lâchent très rapidement. Pourtant, savoir poser ses limites, c'est indispensable pour avoir des relations de qualité, mais aussi pour préserver sa santé mentale. Alors, comment on peut différencier menace et limite, menacer et poser ses limites? C'est ce que je me propose d'aborder dans cette vidéo. Alors Zou, c'est parti. On va parler menace, limite, rapport de pouvoir et assertivité. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est. Dans mes articles, dans mes vidéos, j'ai à cœur d'aborder les choses d'une manière concrète, pragmatique, mais aussi souvent de vous les présenter un petit peu par l'autre bout de la lorgnette parce que c'est souvent de ce côté-là que se cachent les ressources. Bon. Revenons-en maintenant, les présentations étant faites, au sujet de cette vidéo, la différence entre menacer et poser ses limites en annonçant les conséquences de leur non-respect. Cette limite, elle peut sembler très fine, donc on va commencer par définir la menace pour bien comprendre la différence entre les deux. Menacer, c'est effectivement annoncer des conséquences négatives en espérant que la peur de ces conséquences négatives va faire changer le comportement de notre interlocuteur. La menace, c'est marqué par une caractéristique un peu insidieuse, il n'y a pas vraiment de choix véritable laissé à la personne visée. Le message implicite qui est envoyé par la menace, il est clair, c'est « conforme-toi à ma demande » ou « subis ma vengeance ». En fait, la menace, ça s'inscrit dans un cadre où la peur est l'outil principal de persuasion. Et donc, ça construit un rapport de pouvoir déséquilibré où l'un domine, du moins tente de dominer, c'est ce qu'on va voir, et l'autre se soumet, en théorie. Donc, qui dit rapport de pouvoir dit enjeu émotionnel. Si on voit l'autre échapper à notre pouvoir, ça va nous rendre quasiment automatiquement furieux. Ce qui est en jeu, c'est plus seulement le comportement de l'autre qui doit changer, mais c'est surtout le fait que notre pouvoir est contesté. Et se sentir impuissant, ça rend la personne qui utilise le rapport de pouvoir, la personne qui menace, furieuse. Voilà. Et ça lui donne envie, évidemment, de quoi? De retrouver son pouvoir, donc la maîtrise de la situation. Et généralement, l'outil pour ça, c'est d'aggraver la menace. Parce qu'on a dans l'idée que si on aggrave la menace, alors l'autre va avoir encore plus peur et on va enfin se plier à ce qu'on lui demande. Mais l'autre en question, et particulièrement les enfants, peut alors identifier très facilement qu'il a un moyen de renverser le rapport de pouvoir. Si je résiste à ta menace, c'est moi qui ai le pouvoir de t'énerver. Et donc, on se retrouve dans une situation où la provocation répond à la colère dans une espèce d'escalade relationnelle sans fin. Plus l'autre résiste, plus je vais rajouter de la menace, je vais rajouter de l'intensité, je vais augmenter la punition. Et plus l'autre se dit, là, c'est moi qui ai le pouvoir parce que c'est moi qui peux décider quand j'obéis ou quand je n'obéis pas. Donc, si vous êtes parent, je pense que je n'ai même pas besoin de vous donner des exemples pour que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ça s'est produit ce matin, hier soir, avant-hier. Quand vous voulez chercher dans votre tête, vous allez trouver plein d'exemples. Donc, maintenant qu'on a exploré ce qu'est la menace et ses conséquences dans nos relations, on va voir maintenant ce que ça veut dire poser ses limites de manière saine. Comme je le disais, ça peut sembler à première vue similaire. On annonce des conséquences, mais il y a des différences très importantes entre les deux dans la posture et dans les émotions en jeu. Je vais utiliser une métaphore pour que ce soit plus clair. Poser ses limites, c'est comme donner à l'autre un plan de la ville en lui indiquant les rues bloquées pour travaux.
Vous n'obligez pas la personne à emprunter un chemin spécifique, vous lui signalez simplement les caractéristiques de chaque itinéraire. Certains chemins sont plus courts en distance, mais supposent de devoir escalader des palissades mises autour des travaux, voire de passer par des endroits dangereux. Mais vous laissez à la personne la liberté, la possibilité de choisir son parcours avec les avantages et les inconvénients associés. Je reviendrai sur des exemples à la fin de cette vidéo, enfin un peu plus loin dans cette vidéo, mais l'idée générale, c'est ça. Donc, vous annoncez les différents parcours, les différents temps de parcours, les différents inconvénients. Ici, il y a un bouchon, ici, il n'y en a pas. Vous allez mettre le même temps, mais là, ça bouchonne. Bref. Et vous allez devoir décider quel parcours vous prenez. Donc, oui, peut-être que l'autre connaît mieux le chemin habituel, et puis ça l'agace de passer par la grande avenue où il y a beaucoup de monde. Mais en plus, ça va être super long de passer par là, mais le chemin habituel est en travaux, il va falloir marcher dans la boue, dans les trous, zigzaguer au milieu des engins de chantier pour arriver tout crotté. Qu'est-ce qu'on choisit? Donc, ce qui est fondamentalement différent dans la menace, ce qui est fondamentalement différent, je vais y arriver, excusez-moi, entre la menace et le fait de poser ses limites, ce sont donc deux choses. Un, la liberté laissée à l'autre de choisir le chemin qu'il souhaite avec ses avantages et ses inconvénients. Ici, je souligne que pour qu'un enfant apprenne, acquiert de l'autonomie, il a aussi besoin régulièrement d'expérimenter les inconvénients du chemin qu'il choisit. Si vous faites annuler les travaux pour que la personne puisse aller là où elle veut sans inconvénient, vous n'allez jamais installer le tramway qui va rendre service à tout le monde. Et si vous engueulez la personne parce qu'elle ne prend pas le chemin que vous pensez le meilleur, vous allez juste obtenir de la résistance parce que non, moi je veux prendre l'autre chemin et ce sera comme ça. Et ça, je vous renvoie à la première partie de la vidéo sur la définition de la menace et le rapport de pouvoir. Bon, ça c'était le premier point. La liberté, c'est très important. La deuxième chose qui est très importante pour faire la différence entre menacer et poser ses limites, c'est l'absence ou le fait qu'il y ait très peu de rapport émotionnel ou de pouvoir quand on pose ses limites. Si l'autre décide de ne pas suivre notre demande, ce qu'on considère nous comme étant la meilleure voie, la voie la plus adaptée, celle qui nous conviendrait le mieux, on ne le perçoit pas comme une défaite personnelle ou comme une remise en question de notre autorité ou de notre pouvoir, mais comme une décision autonome de l'autre à laquelle des conséquences logiques et préalablement communiquées sont rattachées. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, et peut-être qu'à ce stade, la différence entre menacer et poser ses limites est encore un peu floue. Alors, on va en venir à quelque chose d'un peu plus concret pour vous aider à mettre en œuvre cette différence au quotidien. Il y a un secret, effectivement, pour maintenir la dynamique où on laisse le choix à l'autre, c'est avoir un plan B. Oui, on sous-estime souvent l'importance d'avoir un plan B. Donc, si vous n'avez qu'un plan A, la moindre anicroche au bon déroulement du plan va vous faire paniquer. Votre enfant dit non, catastrophe, votre conjoint n'est pas d'accord, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et le sentiment d'impuissance qui est associé si vous n'avez pas envisagé le plan B, il va vous faire retomber soit dans le rapport de pouvoir, la menace, je punis, je m'énerve, si vous pensez avoir du pouvoir sur l'autre, ou bien si vous êtes la personne qui est un peu dominée dans la relation, ça va vous inciter à vite laisser tomber vos besoins et à ne pas tenir bon sur vos limites. Donc, importance du plan A. Du plan B, pardon. Si je me trompe dans les lettres, vous n'allez plus rien comprendre. Avoir un plan B, c'est avoir les moyens de ne pas se laisser entraîner du côté obscur de la force, dirais-je pour les fans de Star Wars. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'en reviens à ma métaphore du GPS, qu'il faut qu'on dessine, nous, le plan de la ville avant, avec tous les itinéraires possibles, tous les chemins. Il se passe quoi si on passe par là? Et il se passe quoi si on passe par ici? Et il se passe quoi si on passe par cet autre chemin encore? Donc, c'est un travail de réflexion qu'on va mener à froid, à distance des problèmes, et qui se mène en envisageant le pire. Si vraiment l'autre ne se plie pas à ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qu'il se passe? Je vous donne quelques exemples. C'est la guerre tous les matins pour habiller votre enfant pour aller à l'école. S'il persiste à refuser, vous allez être frustré. Mais si vous aviez la certitude que rien,
J'ai bien dit rien, ni coercition, ni récompense, ni sermon, ni aucune autre méthode ne le décide à s'habiller sans rechigner. C'est quoi votre plan B? Est-ce que vous assumez, vous laissez tomber, vous arrêtez de vous battre avec lui et vous assumez de le laisser aller à l'école en pyjama? Avantage, vous vous battez pas avec lui. Autre avantage potentiel, peut-être que ça va l'autonomiser parce qu'il va peut-être décider de le faire par lui-même. Par contre, il y a un risque, c'est qu'il se fasse peut-être moquer ou que vous soyez mal vu par l'instit ou les autres parents parce que vous laissez aller votre enfant à l'école en pyjama. Est-ce que moi, je me dis, je suis d'accord pour prendre le risque qu'il se fasse moquer, parce que c'est un inconvénient qui peut lui faire prendre conscience que pourquoi c'est important de s'habiller, et donc le motiver à le faire sans que moi j'ai besoin de me battre avec lui. Est-ce que moi, au contraire, je ne veux absolument pas prendre ce risque, je ne veux absolument pas subir le jugement des autres adultes, et donc je veux absolument qu'il s'habille, au risque de devoir le faire sous la contrainte. Maintenant, tu as le choix, tu peux t'habiller de toi-même et ça peut bien se passer, même si c'est pénible pour toi, ou alors c'est moi qui le fais, et dans ce cas-là, ça risque d'être un peu moins agréable. C'est toi qui décides. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, j'ai besoin que mon conjoint s'investisse plus dans des activités ménagères, par exemple. Ou vous avez besoin que votre conjoint s'investisse plus dans des activités ménagères, puisque j'avais parlé au vous. Bon, pardon. S'il persiste à refuser, quelles sont les conséquences pour vous? Est-ce que vous acceptez ça en disant « Ok, je laisse tomber, mais finalement, il a d'autres qualités, je ne change rien » Est-ce que vous acceptez de vous occuper des tâches ménagères, mais en contrepartie, vous lui dites qu'un soir par semaine ou un week-end de temps en temps, vous n'avez du temps que pour vous, vous lui laissez tout, la maison, les enfants, et vous prenez ça en compensation? Est-ce que vous vous dites je ne peux pas vivre avec une personne qui refuse de le faire et ça m'amène à envisager peut-être éventuellement une rupture? Toutes les options sont à envisager à froid parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre une bonne décision déjà, une décision plus consciente. Ensuite, réfléchir à ce plan B, ça vous permet vraiment de prendre le recul nécessaire pour passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être d'exprimer ses limites et les conséquences associées. Alors, juste petite parenthèse pour le couple, je vous recommande l'écoute de l'épisode du podcast de mes collègues de chez Virage. L'épisode est intitulé, je crois, « Je voudrais que mon conjoint m'aide davantage » et le lien est dans les ressources de cette vidéo. C'est très intéressant pour aller plus loin sur ce que je suis en train d'expliquer, mais dans le couple. Bon. Donc, je l'ai déjà dit, la différence fondamentale entre menacer et poser ses limites, c'est sortir du rapport de pouvoir, parce que c'est là où on va être dans l'émotion. Donc, le plan B, c'est l'antidote à l'émotion. Si je formule une demande et que l'autre ne réagit pas positivement, je sais quoi faire, je l'ai préparé, je l'ai anticipé. Le deuxième point extrêmement important, c'est d'annoncer les conséquences, les différents chemins possibles de notre GPS, sans colère. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que la colère, dans cette équation, ça agit comme un déclencheur. C'est un peu le chiffon rouge qui encourage l'autre à chercher des moyens de contournement, souvent au détriment de la résolution constructive du problème. C'est vraiment le truc qu'on agite pour dire « rapport de pouvoir, vas-y, tombe dans la provocation ». Je caricature un peu, mais l'idée c'est ça, en tout cas avec les enfants. Et du coup, en restant calme et posé, non pas parce que vous prenez sur vous, mais parce que vous avez bien réfléchi aux différentes options et aux différentes conséquences, et qu'elles sont à peu près toutes équivalentes, en restant calme et posé, vous signalez que les conséquences ne sont pas une punition, mais plutôt les suites logiques d'un choix, et que vous êtes prêt ou prête à les assumer, quel que soit le choix fait par l'autre. J'insiste ici parce que, en fait, quand on parle des inconvénients de la punition, et il y en a, ils viennent souvent du fait qu'on utilise la punition comme une menace. Alors que la punition,
quand elle est préparée en amont, quand elle est bien travaillée, il y a plein de points techniques pour bien maîtriser l'usage de la punition, mais quand une punition est annoncée, alors je ne parle pas des tout petits, hein, on parle à partir de, allez, 5, 6, 7 ans, voilà, à partir de là, une punition peut tout à fait être un outil éducatif valable, à condition qu'elle soit utilisée dans le cadre d'une relation qui n'est pas basée sur le pouvoir. Si on est dans un rapport de pouvoir, on a tous les inconvénients de la punition, chercher à détourner, chercher à éviter de se faire prendre, rébellion, opposition, tout ce que vous voulez, et renforcement des comportements problématiques. Je ferai une autre vidéo sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire sur la punition. Bref, c'est donc la préparation, le fameux plan B, et le calme qui vient du plan B, qui vont vous permettre de naviguer dans la conversation sans laisser les émotions prendre le dessus. C'est ce qui va garder les émotions à un niveau tout à fait contenu. Vous n'êtes pas déstabilisé si l'autre choisit une voie différente de celle que vous auriez espérée, parce que vous avez anticipé cette éventualité et préparé la réaction qui va avec. Mais surtout, point très important notamment avec les enfants, votre interlocuteur se retrouve face à ses responsabilités. Il n'est plus tenté de jouer avec le rapport de pouvoir, il doit choisir une voie, assumer les conséquences, à lui de voir. C'est ce détachement qui permet à l'autre de se responsabiliser. Alors, attention, au début, les enfants peuvent être extrêmement énervés qu'on les prive de leur jouet favori, j'ai nommé la télécommande à l'énervement des parents, c'est-à-dire le rapport de pouvoir. Le piège, si l'enfant commence à s'énerver parce qu'on lui annonce calmement les conséquences et qu'il ne veut pas entendre parler de l'option, ce serait de rentrer à nouveau dans le rapport de pouvoir en essayant de le calmer. Le plus efficace dans ce cas-là, le moins fatigant en tout cas, c'est de laisser la colère s'écouler en disant « t'es vraiment fâché pour le moment, tu n'as pas du tout envie de choisir entre les options que je t'ai proposées, je vais faire à manger et tu me feras savoir tout à l'heure ce que tu as choisi. » Donc ça c'est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aborder les choses un peu à froid et pas dans le feu de l'action, sinon on est vite tenté aussi de repartir dans le rapport de pouvoir. Et surtout quand vous avez dit ça, vous partez vraiment faire la cuisine et vous ne restez pas parce que sinon vous allez vous faire attraper par l'émotion de l'enfant. Alors, je vous donne quelques exemples concrets au travers de situations que j'ai pu vivre. Il y a un article aussi que j'ai envie de vous citer. Donc, je vais vous citer une situation que j'ai vécue avec un de mes enfants, je sais pas, il devait avoir 3-4 ans. En fait, on marchait dans une rue qui est proche de chez nous, qui est assez calme, il n'y a pas de voiture, enfin très peu de voitures, c'est une impasse. Et en fait, il voulait courir partout, y compris sur la route. Alors certes, c'était calme, il n'y a pas de voiture, mais moi je voulais quand même transmettre l'idée que quand il y a une route avec potentiellement des voitures, on marche sur le trottoir. Bon. Donc, je lui ai laissé le choix parce que je savais que le danger était limité et que c'était un contexte où il pouvait apprendre quelque chose. Donc, poser mes limites, ça a ressemblé à tu peux choisir entre marcher sur le trottoir ou aller dans la poussette. Qu'est-ce que tu choisis? Donc on est d'accord que dans une rue très passante avec plein de voitures, j'aurais pas laissé le choix. Hein, je l'aurais mis dans la poussette, Manu Militari, et la suite aurait été similaire. Bon, là, je lui pose le choix parce qu'il n'y a pas de danger immédiat et que je l'aide à s'autonomiser. Donc il ne répond pas et qu'est-ce qu'il fait? Il part sur la route. Donc je le rattrape, je l'installe dans la poussette le plus calmement du monde parce que j'avais imaginé cette option et je lui dis tout simplement « Ok, je vois que tu as choisi d'aller dans la poussette. » Évidemment, l'enfant en question était furieux, très en colère. Mais comme moi, j'étais très calme, j'avais posé des options, il avait fait son choix et la conséquence logique, c'était qu'il aille dans la poussette, je pouvais accueillir son émotion en lui disant « Ben oui, c'est vraiment frustrant de devoir rester dans cette poussette quand on a envie de courir partout. Je comprends. » Point. Là, je vous renvoie aux articles sur l'écoute active, dont un que j'ai publié il n'y a pas très longtemps, et aux vidéos sur l'écoute active. Mais le plan B et le fait de pouvoir annoncer les choses calmement, bon, ça ne supprime pas complètement la frustration de l'enfant de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, mais ça vous permet, vous, d'être dans une posture où vous allez pouvoir l'accueillir, on est sorti du rapport de pouvoir, on ne s'épuise pas, et on a plus de chances que l'enfant coopère. J'y reviendrai après.
Avec des ados, c'est encore plus efficace parce que les ados apprécient qu'on les considère comme des gens compétents et responsables. Donc on peut faire la même chose dans beaucoup de situations avec les ados. J'en ai parlé, j'ai donné des exemples dans un article qui s'appelle l'ado râleur, le pré-ado râleur, comment gérer. Là aussi, le lien est dans les ressources de cette vidéo. Et je vous assure qu'il est souvent extrêmement surprenant de voir à quel point les enfants deviennent raisonnables quand on sort du rapport de pouvoir et qu'on les responsabilise vraiment. Mais je vous laisse tester pour être convaincu. À noter, point très important aussi, s'ils font le mauvais choix, entre gros guillemets, en tout cas le choix qui nous convient le moins, qui nous paraît le moins adapté, c'est très 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 important de ne pas en rajouter dans les conséquences et de les laisser vivre ces conséquences sans leur faire la morale, ni appuyer sur le « je t'avais bien dit ». Sinon on fout tout le travail de responsabilisation en l'air parce que leur colère, au lieu de les amener à réfléchir à comment ils peuvent faire mieux la prochaine fois, va se retourner vers « c'est la faute de mon parent qui se fiche de ma figure et qui en plus me fait la morale ». Donc surtout, ne faites pas ça. Bon, en résumé, poser ses limites avec clarté, sans colère, ça suppose d'avoir un plan B. Quelles sont les conséquences si ma demande n'est pas respectée? C'est ce plan B associé à la capacité à poser ses limites sans colère qui nous permet de sortir du rapport de pouvoir et qui transforme ce qui était un affrontement en une relation posée, constructive, où on va pouvoir aborder, dire « ben non, en fait, là, ça me pose un problème » et on va pouvoir discuter des choses. Donc je vous propose de tester et de venir m'en donner des nouvelles, si ça vous dit, en commentaire ou par mail, comme vous voulez. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas aussi à réagir à cette vidéo. Un avertissement, cependant, dans certaines situations, envisager les plans B, c'est émotionnellement difficile. Ça peut même être extrêmement douloureux, j'allais presque dire, voire même impossible, parce que parfois nos émotions nous mettent des œillères et il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Par exemple, dans un couple, envisager une rupture, c'est sans doute la dernière chose qu'on souhaite, et si c'est vraiment trop douloureux, on risque de ne pas du tout vouloir y penser. Avec un grand ado, en arriver à se dire qu'une option, c'est que notre ado continue à ne rien faire au lycée et qu'il va pourrir sa vie, eh ben c'est difficile de se dire c'est sa vie qui sera pourrie et pas la mienne. Donc lâcher parfois ce qu'on croit être notre devoir de parent, on croit, ce sont des plans B qui sont très difficiles à envisager parce que très douloureux, parce que nos émotions nous mettent des œillères, comme je le disais. Donc c'est là où on peut avoir besoin d'un accompagnement qui va nous aider à clarifier les options qu'on n'ose pas, qu'on n'arrive pas à regarder en face jusque-là, et qui peut vous aider à faire un choix plus conscient, plus assumé, à voir des options là où vous pensiez qu'il n'y en avait pas. Je vous cite juste un témoignage suite à une situation de couple. La personne me consultait, donc je la reçois pour la première séance, elle se sentait très mal dans sa relation. Et il y avait un enjeu de ce type-là, c'est-à-dire qu'elle faisait des demandes à son conjoint, qui n'y accédait pas, qui au contraire freinait, s'éloignait. Alors elle laissait tomber, mais elle revenait toujours à la charge parce que c'était frustrant et la relation n'était pas très agréable, elle se sentait vraiment mal dans cette relation. Et on a regardé ensemble les différentes options en séance, premier rendez-vous. À la fin de la séance, je lui envoie le mail récapitulatif avec toutes les options clairement posées. Donc c'est un mail que j'envoie à la fin de chaque séance, un résumé de la séance. Et à la séance suivante, elle me dit « Quand j'ai reçu votre mail, de voir tout posé écrit comme ça, j'ai ressenti une grande tristesse et en même temps, ça m'a libérée et sortie de ma culpabilité. Et depuis, ça va beaucoup mieux. » Et elle m'avait dit, une petite anecdote, « Vous m'aviez dit que vous n'avez pas de baguette magique, mais en fait, si. » Et donc, en fait, paradoxalement, elle a lâché prise sur ses demandes et ça lui a permis de faire un choix plus assumé, plus conscient. Et donc, paradoxalement, en lâchant prise sur ses demandes, de retrouver une relation de couple beaucoup plus saine, beaucoup plus satisfaisante. Donc, tout ça pour dire que si vous vous sentez coincé avec cette histoire de plan B ou de poser les conséquences sans colère, vous avez peut-être besoin d'un accompagnement. Donc là aussi, en lien dans la description, il y a des informations sur ce que je propose. Bon,
Pour aller plus loin aussi, autour des postures aidantes, en tout cas moins fatigantes en éducation et dans nos relations, il y a plein d'articles sur mon blog et des vidéos sur la chaîne, donc là aussi, allez voir, le lien en ressources, vous verrez, il y a plein d'infos. Ben, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, ça permet de faire connaître mon travail à d'autres. Si vous trouvez mon contenu utile et que vous en avez les moyens, pardon, vous pouvez aussi faire un don sur PayPal avec une carte bleue ou un compte PayPal. Ça contribue à me permettre de libérer du temps pour produire de nouveaux contenus qui, je l'espère, sont pertinents pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.